Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le club de sport en France. Vous avez vu un tireur à l'image dans ce générique. Eh bien, on tire nous aussi chaque semaine le portrait d'une fédération. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est une fédération transdisciplinaire. On a l'habitude de parler d'une fédération, d'une discipline dans cette émission. Aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir d'accueillir quelques membres de la fédération sportive et gymnique du travail, la fameuse FSGT que vous avez forcément connue dans le cadre de votre boulot pour soutenir des amis licenciés, puisqu'ils sont près de 300 000 à être affiliés à cette fédération. Autour de ce plateau, quelques-uns des membres éminents de cette fédération, à commencer par ses coprésidents de cette fédération. Emmanuel Bonnet-Oulage nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir fédéré aussi quelque part ce plateau autour de vous aujourd'hui, avec notamment Gérard Dizet, votre coprésident, donc le coprésident de cette fédération qui nous accompagne, qui a le sourire depuis qu'on est ensemble, donc ça fait plaisir. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Bon, avec vous, il sera évidemment question d'histoire, d'organisation aussi, de structure de cette fédération. On y reviendra pour ce qui est de la partie athlète ici représentée. On y reviendra dans quelques secondes. Mais nous avons une partie développement aussi qui est très présente avec Pablo Truptin qui nous accompagne. Bonjour Pablo. Bonjour. Vous êtes également un membre actif niveau sportif, puisque je crois que vous faites un peu de foot à 7. Exactement. Voilà. Je suis salarié au comité de Paris de la FSGT. D'accord. Et je suis aussi licencié dans l'activité foot à 7. Foot à 7 et donc aussi de l'athlé bien représenté avec Anaïs Kemener. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors vous êtes également licencié de cette fédération et pour ce qui est également de la partie compétition, vous êtes évidemment mise en avant puisque vous êtes une ancienne championne de France du marathon et les aficionados apprécieront votre record personnel est de 2h47 dans la discipline. Donc on va pouvoir également parler de ce volet compétition qui reste évidemment important pour votre fédération, mais qui n'en est pas l'essentiel. Sans plus tarder, la première rubrique de cette émission. Alors, l'objet du désir nous permet d'ordinaire d'entrer dans la pratique sportive d'un athlète ou d'une discipline. Aujourd'hui, grâce aux objets que vous nous avez amenés, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet également, mais en évoquant l'histoire, les pratiques aussi et l'origine de cette FSGT. Avec vous, déjà, présidente, coprésidente, Emmanuel, vous nous avez amené un livre avec vous qui retrace un petit peu l'histoire de cette fédération. Si on devait quelque part, Emmanuel, la résumer en quelques mots, non pas cet ouvrage qui est également riche en illustrations, qu'est-ce que vous nous diriez de cette histoire qui est presque maintenant centenaire, on s'en approche en tout cas, née avec les révolutions non pas populaires, mais liées aux avancées du travail social ? Et oui, alors un peu les révolutions populaires, Exactement. Puisqu'en effet, l'idée des organisations sportives ouvrières, c'était de rendre le sport accessible à tous. Et donc, ce livre, il caractérise assez bien ce qu'est la FSGT aujourd'hui et ce qu'elle était hier, c'est-à-dire une fédération du sport populaire, dans le sens où elle cherche à rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et pour rendre le sport accessible au plus grand nombre, il faut qu'il soit l'émanation des gens qui le pratiquent. Et donc, dans ce livre, il y a toutes les innovations que la FSGT a mis sur pied depuis maintenant près de 90 ans et qui sont vraiment issues des pratiquants eux-mêmes. Et aussi, on parle beaucoup de l'organisation de la FSGT puisque ces activités, à l'image par exemple du football auto-arbitré dont on parlera après, sont autogérées par les pratiquants eux-mêmes. Donc le sport populaire, c'est vraiment le sport pour tout le monde et tout au long de la vie. Et c'est de ça dont la FSGT se revendique depuis un bon moment maintenant. Donc en intégrant, Gérard, si j'ai bien compris, le volet pour la pratique du sport, mais par
les sportifs. On essaye d'être dans une inclusion globale, dans la partie collaborative du projet. Oui, totalement. Les sportifs sont acteurs et constructeurs de leur pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, ce sont eux qui décident de leur activité et qui participent aussi à la développer, qui participent à la construire, qui participent à la diriger. Donc ce sont de véritables acteurs de leur pratique. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission parce que toute cette inspiration de la base est aussi intéressante dans le développement. Historiquement, ça veut dire qu'on a aussi une affiliation populaire, une volonté d'aller s'ancrer dans les classes populaires. Travail, j'imagine que c'était à l'époque peut-être du Front populaire en France dans les années 30, donc on a véritablement cette volonté-là. Ça veut dire qu'on a des réseaux qui se sont mis en place où et comment? En fait, on a une phrase qui résume assez bien le positionnement de la FSGT, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de sport pour tous, pour toutes et tous, dans une société qui n'est pas pour toutes et tous. Et finalement, tout au long de son histoire, la FSGT a adapté ses formes d'organisation et ses contenus de pratique aussi aux luttes du moment, en effet, des travailleurs, mais aussi de la population en général. Donc la FSGT, par exemple, elle défend un droit à la retraite pour tous parce qu'elle considère qu'il est important de ne pas être un retraité précaire pour avoir accès à des activités physiques et sportives comme tout le monde. Et finalement, tout au long de son histoire, elle s'est adaptée aux besoins profonds de la population. Et dans les années 30, oui, c'est le mouvement ouvrier. Et la FSGT a finalement anticipé le Front populaire, puisque dès le 6 février 1934, avant même sa création, en fait, les organisations sportives ouvrières se sont rassemblées dans la rue pour dénoncer la montée du fascisme en Europe. Elles ont organisé une Coupe du Monde de foot ouvrier en opposition à la Coupe du Monde de foot en Italie, organisée par Mussolini. Et c'est ce qui a conduit à la fusion de ces deux organisations sportives ouvrières, socialistes et communistes, un 24 décembre 1934. Donc, 90 ans après, est-ce qu'on peut évoquer toujours une volonté d'être dans une vision d'une certaine société quand on prend une licence aujourd'hui, on essaye toujours de le véhiculer, ça, Gérard? Oui, ça fait partie des valeurs de la FSGT. Effectivement, Emmanuel l'a dit, l'article 1er des statuts de la FSGT, c'est effectivement ce qu'elle a évoqué. Donc aujourd'hui, on est sur ces valeurs-là, où la politique de la fédération, c'est de permettre effectivement à tout le monde et aux plus défavorisés dans les quartiers, à l'heure actuelle, de pouvoir effectivement pratiquer, partager ses activités. Et c'est vrai que la FSGT, elle revendique aussi des moyens, elle revendique aussi je dirais des formes de pratiques innovantes, on en parlera plus tard, effectivement. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la continuité, 90 ans après, avec la société actuelle. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes publics que ce qu'on connaissait en 1934, mais on est vraiment dans la continuité de ce qui a donné la naissance à la FSGT, effectivement, de faire partager les valeurs de paix, de liberté, de solidarité. Aujourd'hui, c'est ce qui nous caractérise le plus. Anaïs, je vous vois opinion du chef. Alors, avant peut-être d'évoquer la manière dont vous avez eu vent de la FSGT, de comment vous y êtes arrivé, ces valeurs-là ont été un peu moteurs dans une aventure commune qui dure avec la FSGT pour vous, alors que vous êtes dans une pratique de très très haut niveau. Moi complètement, en fait, je fais partie de la FSGT depuis 2006. Et ça a été dès le départ, en fait, mon club qui faisait la double fédération, FFA et FSGT. Fédération française d'athlétisme. Voilà. Et pour nous, c'était totalement logique d'adhérer aux deux, parce qu'il y avait et le côté compétition et le côté, c'est très formateur, en fait. La FSGT nous permet de faire beaucoup de compétitions, de rencontrer beaucoup de monde. Et on est amis. On a nos amis, on a nos adversaires, on est tous ensemble et c'est vraiment de belles valeurs en fait que représente la FSGT. Sport individuel, sport co, alors du coup s'il y a des valeurs aussi, Pablo, c'est cette partie-là, vous avez eu vent de la FSGT, comment vous, d'un point de vue personnel? Alors, comme l'a
plupart des personnes en Ile-de-France, à mon avis, la FSGT, je l'ai connue via le football. Souvent, on l'appelle la FSGT, ou on joue en FSGT. Donc moi, je l'ai connue par ce biais-là. Et un foot un petit peu différent, puisque là, on pratique à 7, donc 7 contre 7 sur demi-terrain. Et surtout, c'est en auto-arbitrage. Donc là, on commence à toucher un petit peu les innovations sportives. L'auto-arbitrage, en quelques mots, il n'y a pas un seul arbitre qui a délégation de tout le contrôle du match. C'est chaque personne, chaque joueur qui est sur le terrain qui est responsable de la bonne tenue du match. Donc, quelque part, cette règle-là, cette innovation-là, elle permet déjà des comportements, on peut même dire citoyens, des joueurs entre eux pour que le match se déroule bien. Donc pour moi, c'est un football que j'apprécie puisque j'ai joué tout petit et j'ai essayé aussi toutes sortes de foot, le foot plus classique de la Fédération française de football. Et en fait, dans le foot FSGT, je me retrouve plus parce que voilà, on va dire qu'il n'y a pas moins d'enjeux, il n'y a pas moins de niveau, mais le football est fait d'une façon où vraiment on aime son sport, on aime ce qu'on fait, et via aussi les adversaires, on arrive à prendre du plaisir pendant un match. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu. Et donc, du coup, après, de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé à une fonction de salarié au Comité de Paris. Alors, messieurs, dames, les présidents, un parcours comme celui d'Anaïs, par exemple, qui reste fidèle à votre fédération dans un cadre qui est le sien de compétitivité extrême, est-ce que c'est quelque chose d'important, ce volet compétition pour vous? On a accueilli vos camarades de l'UFOLEP il y a quelque temps, où on était vraiment presque dans une philosophie, quelque part, au-delà de l'aspect compétition. Vous jonglez aussi, vous, entre ces deux sphères-là? C'est important, Emmanuel? En fait, le sport pour tous inclut la compétition pour tous, puisque la compétition est partie inhérente du sport. Après, tout dépend des modalités de compétition. Et nous avons développé, nous essayons de développer une compétition qui soit davantage source d'émancipation, de coopération, de plaisir. Et je pense que c'est pour ça qu'Anaïs, par exemple, ou d'autres, se retrouvent assez bien dans une fédération comme la nôtre, parce qu'ils ont la capacité de peut-être faire parfois des meilleures performances et s'accomplir davantage, parce qu'il y a moins de pression que dans les autres fédérations. Et quand je parle du sport pour tous et de la compétition pour tous, il y a aussi un enjeu de droit à la compétition, et donc on a développé des formes qui permettent finalement à tout le monde, quel que soit son niveau, d'accéder à la compétition, de rentrer dedans, d'y rester et d'y progresser. On voit des images de cyclocross, c'est absolument caractéristique d'une compétition ouverte à tous, puisqu'on a un championnat fédéral avec 600 engagés, et le seul niveau de sélection, c'est de faire 3 compétitions dans l'année. Compétition donc, et aussi des valeurs. Vous êtes venu, Anaïs, avec un maillot. Alors là, on est sur une course qui a été une course un petit peu de la paix, entre guillemets, entre Hiroshima et Nagasaki. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette course et quel rôle la FSGT tient sur cette course. Alors l'histoire, je ne pourrais pas vous raconter toute l'histoire complètement, parce que moi-même, je ne connais pas exactement vraiment toute l'histoire. Profitez, en tout cas. Voilà. En fait, grâce à la FSGT, du coup, on était un petit groupe à pouvoir partir au Japon pour pouvoir participer à l'Ekiden, donc de Hiroshima-Nagasaki. Et on était un groupe, international, on va dire, parce qu'il y avait des Japonais, il y avait un homme qui était de la Corée du Sud. Il y avait... On rappelle, un Ekiden, un relais. Oui, un relais à plusieurs coureurs, voilà, pour finir sur cette distance marathon, donc des 42 km 195. Et c'était vraiment un super moment. Et sans la FSGT, je n'aurais jamais pu participer à un tel événement. C'est un maillot pour l'histoire, ça. Oui, parce qu'en fait, Hiroshima-Nagasaki, il y a 3 jours d'écart, c'est le 6 et le 9 août 45. Et donc, l'idée, c'était de partir le 6 août d'Hiroshima et d'arriver le 9 août à Nagasaki en vivant chaque soir
une aventure exceptionnelle avec les habitants. Moi, j'y ai participé aussi, donc c'est absolument une aventure exceptionnelle et qui retrace bien ou qui illustre bien la politique internationale de la FSGT, la solidarité avec les sportifs non raciaux d'Afrique du Sud dans les années 90, un projet depuis plus de 40 ans de coopération avec les sportifs palestiniens pour rendre le sport accessible au plus grand nombre et énormément de coopération avec les Algériens, les Italiens. C'est ancré dans l'histoire de la FSGT aussi, la politique internationale. Et puisque peut-être est-ce dans l'air du temps, la pratique running est très importante aussi chez nos concitoyens. Vous l'avez peut-être adapté également dans vos différentes courses et vos coups de cœur, puisqu'on sent que ça vous parle, vous avez chevillé au corps les événements auxquels vous participez. Alors Vivicita, qui est, Gérard, alors là pour le coup, une autre course. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que là on voit un maillot enfant, en l'occurrence, c'est pas Anaïs qui a pu le porter celui-là. Non, dis-moi. Vous y avez participé également. Oui. D'accord. Vivicita, c'est une course qui est organisée au départ le même jour dans un certain nombre de villes européennes. Où c'est une course pour la paix, la Vivicita, effectivement, qui rassemble toutes les catégories de pratiquants, qui est ouverte. Effectivement, c'est de pouvoir courir. Je cours effectivement avec le monde pour la paix. Donc je crois que la Vivicita, ça fait quand même un grand nombre d'années que la FSGT est dans cette opération-là. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années au moins, au minimum. Donc là, votre licence vous permet de vous inscrire auprès de vous, des instances qui gèrent avec, j'imagine, une certaine participation. Et vous pouvez participer à cette course sans avoir un niveau... Bon, chacun court... à la FSGT, on trouve tous les niveaux. Il y a le niveau d'Anaïs, mais on dit aussi clairement que chacun pratique au meilleur niveau possible pour chacun. Donc c'est à un moment donné, c'est aussi la progression tout au long de la vie. Compte tenu qu'on progresse, Vivicita, là c'est un maillot pour un enfant. Donc effectivement, les enfants à la FSGT, ça commence de bonne heure. Ça commence par l'opération, par les activités de bébé dans l'eau. Donc bébé dans l'eau, ça veut dire c'est parents-enfants dès le plus jeune âge et ça continue tout au long de la vie. Donc effectivement, je crois que sur la question des enfants, la FSGT est quand même très... Enfin, c'est aussi un peu le cœur de son activité. L'activité en direction des jeunes publics, c'est aussi très important pour la fédération. Et alors après, avec des hauts et des bas, il y a des activités qui se développent, qui ne se développent pas, des secteurs où il y a des pratiques enfants, des pratiques où il n'y en a pas. Mais c'est d'abord aussi de permettre aux enfants, c'est aussi très souvent sur des pratiques multiples. Et on est aussi depuis un certain nombre d'années sur des pratiques parents-enfants. Et on va pouvoir en parler dans la deuxième partie d'émission parce qu'une fois que vous avez goûté au sport et potentiellement jeune, vous avez envie d'adhérer aux causes peut-être. On y revient donc dans Fait décodage. Votre ferveur autour de ce plateau, on a déjà commencé à évoquer pas mal de choses et notamment ce nombre d'adhérents, de licenciés, on peut les appeler comme ça évidemment. Je me tourne vers vous, 270 000 licenciés avec quelle structure? Est-ce que la structure club va être aussi prépondérante que pour une fédération normale, je dirais classique, Emmanuel Gérard? La FSGT, c'est d'abord une fédération de clubs. L'adhérent de base à la FSGT, c'est d'abord le club. Ensuite, dans le club, effectivement, il y a des pratiquants, il y a des licenciés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 270 000 pratiquants dans à peu près une centaine d'activités. Et la FSGT, elle est organisée en quelques chiffres dans 73 comités départementaux et pratiquement dans l'ensemble des régions. Et que ce soit en métropole ou en outre-mer, dans les territoires ultramarins. Effectivement, le club, il y a 4800 clubs, donc c'est quand même une fédération qui est importante au niveau des structures territoriales. Et le club, c'est la cellule de base de la fédération. Alors,
avec aussi donc de nombreuses activités, une centaine d'activités à disposition pour les licenciés. Pablo, vous travaillez un petit peu aussi au mûrissement des idées, ces idées qui remontent de la base, on va le dire ainsi, de temps en temps, pour tenter d'innover, d'apporter toujours une réponse également, j'imagine, à des modes de consommation du licencié. La nouvelle génération n'est plus ou n'apporte plus la même fidélisation. Comment on tente de répondre à ces questions d'aujourd'hui ? Quelque part, on tente d'y répondre en proposant aussi un petit peu ce qui marche et ce qui a toujours fonctionné. Par exemple, nous, on s'efforce vraiment de réfléchir à des innovations, d'essayer de trouver de nouveaux modes de fonctionnement, mais au final, notre base, le plus gros de nos licenciés, pratique toujours le football, pratique toujours des sports collectifs qui sont très populaires en France. Donc au final, cette base, et comme on le disait tout à l'heure, le club sportif reste l'ancrage qui est prépondérant chez nous. Même si au-delà de ça, il y a de plus en plus de pratiques individuelles qui se développent, au final, la personne, même si elle fait son sport de son côté, sur son smartphone, elle trouve des choses, au final, si elle veut vraiment s'émanciper dans sa pratique, elle en reviendra toujours au club sportif, qui reste ce qui ancre vraiment la personne dans l'environnement sportif. Et donc c'est pour ça que nous, on s'appuie énormément sur les clubs, sur les adhérents, et on continue toujours à être à l'écoute, évidemment, des adhérents pour essayer de trouver quelle forme de pratique serait la plus adaptée. Et pas besoin forcément d'être dans le folklorique pour intéresser. On voyait passer des images de walking foot, la santé et une pratique intergénérationnelle. On parlait tout à l'heure des enfants, des tout petits. Ces retours-là, par rapport à des personnes qui ne peuvent plus, pour certaines raisons de santé, éventuellement courir, le walking foot a eu, pour une population un peu plus senior, un succès assez rapide. C'est ça. Alors le succès, pour l'instant, on en est toujours au balbutiement. En tout cas, il y a un intérêt. Il y a une curiosité de tout le monde, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que cet ovni en fait, du foot en marchant. Ça ne peut pas marcher, c'est anti-nature. En fait, il faut se repositionner sur ce type d'activité, en fait, sur qu'est-ce que ça apporte vraiment. Est-ce qu'on marche vraiment dans cette activité ? Est-ce que c'est contraindre la marche? Non, en fait, c'est plutôt réussir à adapter un aspect du football, qui est l'activité la plus populaire en France, à des personnes qui ont toujours envie de jouer et qui ne peuvent pas se retrouver à jouer avec des jeunes qui cavalent ou ça va trop vite. Non, ils ont envie de se retrouver ensemble. Alors évidemment, de temps en temps, ils trottinent un petit peu. Ils ne font pas que de marcher, on n'est pas hyper strict, en tout cas dans les entraînements. Mais c'est ça la pratique, c'est de continuer à pratiquer après un certain âge et de s'y retrouver. Et donc le walking foot, en fait, pour moi, c'est une continuité qui est très très logique. Et à mon avis, là, on commence à en parler. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler, puisque une fois que c'est lancé, à mon avis, on espère, nous en tout cas, que les clubs vont s'en emparer. Et nous, du coup, on sera là pour essayer de fédérer cette activité. Donc là, on est dans une pratique véritablement de continuer, de poursuite de la pratique sportive. Vous êtes au pic, Anaïs, de votre carrière, de votre forme, en tout cas physique. Comment ça se passe, votre saison des marathons? Bon, dans l'actualité un petit peu actuelle, on va marcher un petit peu sur des œufs. Mais au niveau entraînement, forme, objectif, vous en êtes où actuellement? En ce moment, ça se passe très bien. Là, dernièrement, j'ai participé au championnat de France de cross FSGT, que j'ai gagné. En marchant En courant. Et au niveau des entraînements, là, tout se passe bien. Je prépare mes championnats de France des 100 km. Et pour l'été prochain, je vais me mettre justement sur plutôt de la piste pour pouvoir me qualifier pour les championnats du monde FSGT en Croatie. Une belle perspective, en sachant que votre record personnel date d'il y a quelques mois seulement. Sur le marathon. C'était 2h47 au marathon de Paris l'année dernière. Oui. Donc effectivement, vous surfez sur une belle dynamique. Et le cross ou le marathon,
Votre choix, il est définitif? Vous pensez vous orienter à temps plein dans les 3-4 prochaines années dans une discipline? On sait que le marathon, on peut se maintenir à très très haut niveau assez longtemps. C'est quoi votre objectif? J'ai pas vraiment d'objectif précis, je suis assez polyvalente et c'est justement ce que j'aime en FSGT, c'est que je peux participer à toutes les disciplines et ça me permet de toujours progresser en fait dans ma propre discipline en règle générale. Donc ça va aller de la piste du 3000 mètres aux compétitions sur route comme la Vivicita, jusqu'à de l'ultramarathon, donc des trails très longs ou des courses sur route très longues comme des 100 km. Oui, vous en avez fait un il y a quelques temps. Oui. Je crois que vous n'avez pas terminé pour des petits problèmes physiques de santé. Donc l'objectif, c'est d'en finir un et d'aller sur le bout de soi-même. C'est vraiment C'est ça. L'objectif, c'est de me donner à fond et toujours de prendre du plaisir parce que il n'y a pas que la performance, c'est le plaisir avant tout. S'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de performance. Et je crois que cette pratique-là, elle vous a aussi permis de garder du plaisir dans des épreuves personnelles qui ont été un peu plus dures. Je crois donc le sport aussi en maintien d'un espoir, c'est aussi ça qui vous a plu aussi dans la pratique du sport très, très jeune et un petit peu plus tard sur ces épreuves-là. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la FSGT, pour moi, c'est hyper important parce que déjà, j'en fais depuis toute petite, donc j'ai jamais lâché la FSGT et la FSGT ne m'a jamais lâché non plus. C'est-à-dire que j'ai eu un cancer du sein en 2015 et j'ai continué à participer à des compétitions, j'ai été sélectionnée pour des compétitions internationales tout en étant en traitement. Et ça m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de sortir de la maladie, ça m'a permis de me sentir comme tout le monde en fait, de ne pas être malade et de pouvoir continuer ma passion, tout simplement. Vous avez eu un suivi, j'imagine, assez symbolique, mais surtout assez poignant avec cette aventure qu'a voulu tenter Anaïs, j'imagine, Emmanuel. C'est surtout le comité de Seine-Saint-Denis, puisqu'Anaïs vient de Seine-Saint-Denis qui a... Tremblay, hein, oui, voilà, qui a organisé ce suivi. Et Anaïs, d'ailleurs, aujourd'hui, est ambassadrice du comité FSGT de Seine-Saint-Denis. Et la force d'une fédération comme la nôtre, il y en a d'autres, hein, mais c'est aussi de s'appuyer sur un encadrement bénévole. On a assez peu d'encadrement professionnel et donc il y a du coup une solidarité hyper importante qui se noue aussi. Anaïs a parlé d'amis tout à l'heure, c'est évidemment une famille qui s'est construite aussi dans cette aventure. Une solidarité qui aide à tenir le coup et de manière un peu plus générale, qui transcende la fédération, qui est plus dans le cadre de votre vie, de votre quotidien. C'est un espace qui vous aide à passer les épreuves, la chimiothérapie, les radiothérapies. Comment vous le sentiez en fait? C'était votre Eldorado, votre objectif de normalité? Comment vous l'avez vécu? C'était mon mantra en fait. Vraiment, je ne voyais que par ça. Il n'y avait que le sport. C'est-à-dire que sans ça, je faisais rien d'autre. Et du coup, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau et de me dire, voilà, je peux continuer mes activités comme tout le monde. Et à ce moment-là, je suis comme tout le monde. Donc c'est vraiment très, très important. Ça permet à tout le monde, justement, voilà, de pouvoir faire du sport quand on est malade, quand on n'est pas malade. Et peu importe le niveau, peu importe les compétitions, on est toujours là, quoi. On a toujours le droit d'être présent et de faire les compétitions en FSGT avec tout le monde. Heureusement, vous avez le droit, surtout en plus après autant de difficultés, de marches à gravir, de claquer des temps exceptionnels après. Chapeau, bel exemple de bravoure et de fait sur une actualité un peu plus légère, quoique très sportive. La prochaine échéance, vous nous le disiez, c'était 2021, c'est la Croatie, c'est Jeux mondiaux. L'objectif, c'est dans quelle discipline? Et j'imagine de ramener de l'or, vous êtes habitué. L'or, on va essayer, hein, parce que même en FSGT, le niveau est très élevé. Et du coup, l'objectif, c'est de me qualifier sur le 5000 mètres et 10 000 mètres sur piste. D'accord, donc là, il faudra les chaussures à pointe Pas forcément à pointe, mais des chaussures vraiment spécifiques à la piste. Et là, ça va envoyer vraiment... Sur le tartan. Sur le tartan, exactement. Très bien. Bon, écoutez, on va suivre ça de près, un peu comme vos boucles d'oreilles que vous nous rameniez de l'or à l'occasion de ce rendez-vous. Une belle ambassadrice, Emmanuel, le mot de la fin. On aura l'occasion d'évoquer plein d'autres choses si vous répondez à nouveau à notre
notre invitation. Le mot de la fin pour peut-être un objectif à long terme, à longue vue, voilà, le pouls aujourd'hui de la FSGT, vos ambitions, vos objectifs. En 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, et pour la FSGT, c'est 90 ans. Et donc, l'occasion pour nous, je pense, de montrer toute la diversité de nos pratiques. On n'a pas eu l'occasion de parler de la pratique des femmes, où la FSGT a été précurseur, puisqu'elle est la première à leur avoir permis de faire de la compétition dans des disciplines telles que le judo, la lutte, le saut à la perche, par exemple. Dès les années 60 Dès les années 60, les réfugiés, à Paris, on a accueilli pas mal d'équipes de réfugiés dans notre championnat de foot à 7, dans les pratiques telles que le volley. Donc voilà, pour nous, le but, c'est vraiment de continuer à développer une diversité de pratiques avec une diversité de la population qui aujourd'hui a besoin d'avoir accès aux activités physiques et sportives. C'est une voix, dans votre propos, le sentiment d'une voix différente de celle du tout médaille de l'olympisme, c'est d'accorder d'autres valeurs à cet esprit sport-compétition qui semble aujourd'hui être un peu l'alpha et l'oméga. Nous, en fait, l'esprit, c'est le jeu avant l'enjeu. Il y a un enjeu sportif dans toute compétition, mais d'abord, le but, c'est de jouer, c'est d'avoir accès à une forme de rencontre humaine. Donc, les médailles, oui, elles font partie du sport et de la culture sportive, mais ce qui va compter avant tout, c'est l'émancipation de chacun dans cette histoire. Eh bien, revenez jouer avec nous. D'accord. Avec plaisir. On fait comme ça, Pablo, on y reparlera un peu plus de sport collectif si tout à fait, vous le voulez bien. Allez, eh bien on prend rendez-vous maintenant. Et bien on vous souhaite en tout cas une belle Olympiade à venir. Elle va être dense et riche. Merci d'être venu avec nous. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. D'ici là, on aura guéri cette petite angine qui est en train de poindre. Rassurez-vous, tout va bien. Merci à vous.